Aujourd'hui, nous allons aborder Lean Startup, écrit par Eric Rice. Tout d'abord, ce livre s'adresse aux entrepreneurs travaillant dans une startup. Une startup est une institution humaine établie dans le but de créer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême. Par la suite, le mot produit désignera de façon équivalente un produit ou un service selon votre industrie. Peu importe que votre but soit de donner un produit ou de fournir un service à vos clients. La stratégie à adopter. Si vous pensez établir un plan d'action au préalable dans un environnement qui n'évolue pas et qui est prévisible, ce n'est pas le cas d'une start-up. Il n'est donc pas possible de prévoir ce qu'il va se passer à l'avance. Au contraire, il vous faudra ajuster en temps réel la direction vers laquelle va votre entreprise. Par exemple, pour illustrer le propos, vous pouvez comparer de manière analogue le lancement d'une fusée où tout est calculé et préparé à l'avance au millimètre près avec la conduite d'une voiture sur la route. Dans le cas de la fusée, tout est censé bien se passer, car l'astronomie est une science exacte. Cependant, dans le cas de la voiture, la conduite requerra une attention de tout instant et nécessitera des ordres en temps réel. Il est impossible de prévoir à l'avance les angles de conduite, les moments où vous allez tourner, accélérer ou freiner. La route est parsemée d'imprévus en tout genre et pour y faire face correctement, il faut ajuster en temps réel. C'est le rôle que vous devez jouer en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est du management. L'entrepreneuriat n'est qu'une question de management. Certes, l'entrepreneuriat et le management peuvent être assimilés à des idées et des concepts totalement divergents et à des antonymes qui s'opposent violemment. Cependant, c'est important de pouvoir mesurer le progrès de l'entreprise d'une manière similaire au management. Apprendre à connaître les besoins réels de vos clients, qu'ils soient utilisateurs ou consommateurs, vous permettra par la suite de pouvoir leur apporter un produit qui répondra à ces mêmes besoins. Dirigez votre entreprise au moyen d'une vision. L'entrepreneur dirigera son entreprise grâce à sa vision, mais pas seulement. Vous devez vous appuyer sur des repères solides et fiables tels une boussole. En effet, certains chiffres concernant votre entreprise sont inutiles et vaniteux. Confère exemple de graphe inutile, alors que d'autres sont capitaux. Les différents marqueurs du succès dépendent bien sûr des différentes entreprises. Cependant, le nombre total de clients n'est pas la seule chose à laquelle il faut faire attention. C'est en effet une donnée qui est très souvent en augmentation, sans pour autant que l'entreprise ne se porte bien ou soit prospère. Or, la vision de votre entreprise repose sur des suppositions qui doivent être vérifiées. Par exemple, le produit ou le service que vous voulez commercialiser doit apporter de la valeur aux clients qui seront prêts à payer en échange de cette valeur. En conséquence, votre nombre de clients va augmenter. L'ensemble des leviers d'accroissement du nombre total de clients et donc de la croissance de l'entreprise sera vu plus en détail dans la suite. L'élaboration de la bonne vision. Ainsi, la vision de votre entreprise doit être soumise à des tests et à des expériences pour savoir si vos fondements sont judicieux. Pour cela, la vision de votre entreprise doit se scinder en deux hypothèses fondamentales qui conditionnent le succès et la croissance de l'entreprise. Une hypothèse de valeur et une hypothèse de croissance. L'hypothèse de valeur suppose que le client trouve de la valeur dans le produit. L'hypothèse de croissance suppose que de plus en plus de clients vont adopter le produit. Cela donne les grandes lignes de l'entreprise, exprimant les paramètres fondamentaux permettant de guider l'entreprise tout au long de son périple vers le succès. Il est primordial de tester la supposition la plus dangereuse et la moins certaine en premier, parce que, même si toutes les autres suppositions sont vraies, elles reposent sur celle-là qui, si elle est fausse, remet tout en cause. Pour ce faire, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que les clients ont le problème que votre entreprise essaye de solutionner grâce au produit ? S'il y avait une solution à leur problème, est-ce qu'ils l'achèteraient ? L'achèteraient-ils à votre entreprise ? Achèteraient-ils votre produit ? Est-il possible de concevoir et de développer une solution pour ce problème ? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, vous devez réaliser des expériences avec le client. Cela peut être fait de manière très simple, par exemple en mettant une annonce sur un site internet pour voir si les futurs clients sont intéressés. Démarrez à petite échelle. Prendre quelque chose en local vous montrera clairement s'il existe des clients potentiels. Vous pouvez aussi appeler des personnes au hasard pour leur poser des questions afin de vous renseigner sur vos suppositions et hypothèses.
Une fois ce travail de recherche effectué, vous pourrez passer à l'étape suivante. Dans le cas contraire, ce sera une perte de temps. Une entreprise est un outil permettant de transformer une idée en produit. En analysant le comportement des clients utilisant le produit, vous collectez des informations à la fois qualitatives et quantitatives vous permettant d'améliorer ce dernier. C'est la raison pour laquelle ces informations sont capitales et plus importantes que tout le reste, car elles vous permettront d'en apprendre plus sur votre produit final et vous mènera ainsi à un succès certain. Cela vous permettra aussi de choisir les prochains tests à effectuer et les fonctionnalités à ajouter. Pour résumer, vous devez apprendre à fabriquer, mesurer et apprendre. Tenez-vous prêt à parcourir cette boucle le plus rapidement possible et le plus de fois possible. Le sujet sera vu plus en détail ensuite. Confère, fabriquer, mesurer, apprendre. L'élaboration du produit qui correspond à votre marché. Une fois les hypothèses de la vision de votre entreprise testées, il faut examiner les suppositions contenues dans le produit que votre entreprise veut développer. 1. Le produit minimum viable. En élaborant votre produit, il vous faudra créer un prototype, produit minimum viable, et le soumettre à un test simple plutôt que de poser des questions directes au client qui ne saura pas exprimer son besoin. De cette manière, vous obtiendrez des réponses beaucoup plus précises et pertinentes car, en effet, cela peut être très compliqué d'exprimer et comprendre ses émotions et ses ressentis. Une fois le produit minimum viable élaboré, vous devez mesurer son impact sur le comportement des clients. L'élaboration de votre produit minimum viable devra être effectuée très rapidement, le plus rapidement possible, en quelques jours par exemple. La vitesse est l'atout majeur des startups. L'idée est encore une fois d'être vraiment sûr de la direction dans laquelle vous voulez aller et de s'assurer qu'il y a bien un marché pour le produit que vous essayez de commercialiser. Le produit minimum viable peut être une seule fonctionnalité ou une vidéo montrant le produit en action, sans avoir besoin de réellement le créer si c'est un produit virtuel par exemple. En effet, il vous suffit de simuler le fonctionnement final du produit sans pour autant que ce soit automatisé. Si votre produit est en fait une automatisation d'un processus, il est possible dans un premier temps, et pour les premiers clients, de ne pas automatiser le système. Vous pouvez prendre une personne qui sera assignée à interagir avec le client comme si votre produit était déjà créé. En somme, le produit est réduit à son minimum viable. En informatique par exemple, vous n'aurez pas besoin de réellement créer le produit. Vous pourrez le simuler et faire comme si tout était autonome sans que cela ne le soit, et qu'un employé s'occupe de simuler la fonction pour le client test. Ainsi, un peu comme pour la vidéo, le client croit interagir avec votre produit, mais il interagit en fait avec un employé. Cela vous permet de savoir si la fonction de votre produit est utile. Numéro 2, le profil du client type. Il peut être intéressant de définir un profil de votre client type qui évoluera au fur et à mesure. Cela vous permettra d'identifier plus précisément votre client et ses besoins. Vous devez trouver un moyen de faire essayer rapidement votre produit au client pour valider ou non les préalables suppositions. Vous pouvez par exemple élaborer un système de précommande de votre produit pour savoir si certains clients sont intéressés par ce dernier et veulent l'essayer. Attention, le développement de toute fonctionnalité de votre produit ne servant pas à vérifier l'hypothèse est une perte de temps. Votre philosophie ici doit être justement de supprimer toutes les pertes de temps et d'énergie, de supprimer tout ce qui est inutile. L'auteur tient à vous alerter sur le fait que malgré tout le travail acharné et le brainstorming mis en place pour établir ces suppositions, elles seront le plus souvent fausses. Votre produit minimum viable ne doit être ni parfait ni magnifique et ne doit encore moins être un produit fini. C'est censé être une fraction de votre produit qui aura pour but de tester le comportement de vos potentiels clients et ainsi valider une hypothèse précise. De la même façon, vous devez tester et évaluer le comportement de vos clients face à une fonctionnalité précise du produit pour en déduire s'il faut l'ajouter à votre produit final. De plus, les premiers clients qui vont tester votre produit n'ont pas forcément les mêmes critères de qualité que l'entreprise dans sa salle de meeting, débattant du nouveau design du produit. Ainsi, nul besoin que votre produit soit splendide et bourré de fonctionnalités. Il vous faudra faire au plus simple et au plus rapide. 3. Le développement continu du produit.
En répétant ce processus de boucle, fabriquer, mesurer, apprendre le plus rapidement possible, vous allez obtenir ainsi des réponses très claires et une connaissance très précise de vos clients. Ceci va vous permettre d'élaborer puis de peaufiner le produit pour arriver à un succès certain. Les tests effectués sur le produit minimum viable vous permettent d'établir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce que le client aime et n'aime pas. Vous connaîtrez ainsi les fonctionnalités à abandonner et celles à garder et à améliorer. 4. Les gages d'une bonne évolution du produit. Les tests effectués sur le produit minimum viable vous permettent aussi de savoir où vous vous trouvez réellement dans le développement du produit et dans son acceptation par le client. Cela constitue une base solide vous permettant de suivre l'évolution et de décider quand pivoter. Ce sujet sera développé plus tard. Ensuite, il vous faut effectuer les modifications nécessaires à l'amélioration de votre produit et de ses fonctionnalités dans le but de toujours revenir à la boucle, fabriquer, mesurer, apprendre. Une fois qu'un certain nombre de modifications et de tentatives effectuées pour améliorer le produit est fait et que les résultats ne sont pas présents, ou si vous ne faites pas de réels progrès, alors il sera temps de pivoter. Pour cerner les réels progrès, des graphes indiquant les performances et le comportement de chaque groupe de clients en pourcentage du nombre total de clients peuvent être utilisés. Confère exemple de graphe utile. Par exemple, dans le cas de Facebook, les données qui peuvent être analysées sont l'évolution du pourcentage de gens allant sur la page d'accueil et qui créent un compte, ceux qui vont sur Facebook 1 fois par jour, ceux qui y vont 5 fois par jour, ceux qui y vont 20 fois par jour et ceux qui payent pour afficher leur publicité. Ainsi, les groupes de clients peuvent être classés par type de comportement. Un indicateur clair de l'avancement de l'entreprise est que les nouveaux tests sont plus productifs que les anciens. En effet, optimiser un produit ne veut pas forcément dire que le client va aimer encore plus le produit. Il vaut mieux apprendre les préférences du client au travers d'expériences pour savoir ce qui compte réellement pour lui. Attention à ne pas utiliser de graphique montrant le nombre total de clients. Il y a de fortes chances que ce nombre augmente, même si le produit n'est pas mieux qu'avant. Confère exemple de graphe inutile. Il vaut mieux voir la rétention des clients. Confère exemple de graphe utile. Sinon, vous aurez l'impression que votre entreprise se comporte extrêmement bien et va vers un succès certain, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Un tel type de graphique embellit énormément la réalité, les graphes vaniteux. Le comportement des clients est donc vraiment la seule chose à laquelle vous devez faire attention. Pour analyser cela, il est intéressant d'effectuer des classements par groupe de comportements différents et des split tests. Les split tests sont des tests consistant à aiguiller 50% des clients vers un produit A et 50% des clients vers un produit B. Ensuite, le comportement des clients face à chaque produit est étudié et vous pouvez en déduire ainsi le meilleur produit des deux, le produit A ou le produit B. En répétant ainsi ces expériences le plus rapidement possible, vous verrez très facilement votre produit final se dessiner. Ce sera le produit demandé par les clients eux-mêmes, et non le produit que vous aurez imaginé sur le tableau blanc en brainstorming dans votre salle de réunion. Et c'est le produit qui mènera votre entreprise tout entière au succès. Telle est la puissance de ce système de répétition de la boucle fabriquer, mesurer, apprendre. Comment prioriser les tâches avec le Kanban? À force d'itération de la boucle, vous obtiendrez tellement d'informations que vous pourrez vous sentir submergé. Et il sera peut-être ainsi très difficile de prioriser les bonnes tâches. Le système Kanban est fait pour combattre ce problème et augmenter la productivité de votre entreprise. C'est un système de sauts. Il y en a 4. Le premier contient les nouvelles fonctionnalités que vous voulez ajouter au produit final et qui vont être développées. Le deuxième contient les fonctionnalités en développement, celles sur lesquelles les techniciens et les ingénieurs travaillent. Le troisième saut contient les fonctionnalités achevées. Le dernier saut contient les fonctionnalités validées par un test quelconque sur le comportement du client. Bien sûr, si le test est négatif, alors la fonctionnalité n'est pas ajoutée au produit, elle est supprimée. Si en revanche le test est concluant, alors la fonctionnalité est ajoutée et enlevée du tableau Kanban. Chaque fonctionnalité passe d'un saut à l'autre au fur et à mesure de son avancement. Seulement, chaque saut ne peut contenir que 3 fonctionnalités au maximum. Ainsi, le troisième saut se remplit en premier,
puis le deuxième, et enfin le premier. Plus aucune fonctionnalité ne peut alors être développée. Et comme plus personne n'a de tâches attitrées, car il n'y a plus de fonctionnalités à mettre en file d'attente, ni de fonctionnalités à développer, alors tout le monde peut effectuer les tests nécessaires pour valider ou réfuter les fonctionnalités finies. Confère schéma du Kanban. Au moment où vous réfléchissez aux nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place et développer, il est judicieux d'écrire une petite histoire du point de vue de votre client expliquant la fonctionnalité qu'il voudrait que votre produit ait. La communication au sein de l'entreprise. Dans le but que tous vos employés voient l'évolution du produit, il est important que tous les résultats des tests effectués sur le comportement des clients face aux nouvelles fonctionnalités soient connus par tous et qu'ils soient accessibles. Les résultats peuvent donc être affichés à l'entrée sur un écran ou envoyés par email à tous les employés. Cela motive et unit ces derniers, les impliquant plus encore dans votre entreprise. Cependant, il faut aussi que les résultats soient clairs, précis et compris de tous. Sinon, cela ne sert à rien. Pour cela, il faut vérifier 3 règles. La première est que les résultats doivent montrer un lien clair de cause à effet, de sorte que tout le monde sache ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De plus, il faut que tous les employés comprennent les résultats qui leur sont donnés. De ce fait, tout le monde peut utiliser le résultat d'un test précédent comme argument dans une réunion. Enfin, ils doivent tous pouvoir croire en la véracité des résultats et ne pas les dénigrer sous prétexte que c'est parce que le test a été mal effectué que l'idée n'a pas marché. Le pivot. 1. Quand pivoter. Quand les résultats positifs ne sont pas présents malgré les efforts fournis, quand certaines difficultés paraissent insurmontables et que des hypothèses essentielles sur lesquelles s'appuie le produit sont réfutées, alors il est très sûrement temps de pivoter. Il est très important de noter que le mot pivot n'est ni synonyme de changement, ni une mauvaise chose. Au contraire, cela signifie que l'entreprise avance vers un certain succès. Quand vous effectuez un pivot, vous ne rejetez pas tout ce que vous avez fait à la poubelle. Au contraire, vous gardez la partie de votre produit qui marche et vous changez l'autre. Il y a 10 types de pivots. Les voici. 2. Les différents pivots. Tout d'abord, le pivot zoomant consiste à supprimer une ou plusieurs fonctionnalités du produit initial pour faire un produit final plus restreint et contenant moins de fonctionnalités. Il y a ensuite le pivot dézoomant, qui en fait est tout simplement l'inverse, c'est-à-dire que l'on ajoute des fonctionnalités au produit initial. Le pivot de clientèle, qui n'est autre que le fait de changer de clientèle cible. Cela reviendrait par exemple à une entreprise à passer d'une clientèle composée de particuliers, B2C, à une clientèle composée d'entreprises, B2B. Autre exemple, passer d'une tranche d'âge de 12-25 ans à une tranche d'âge de 25-35 ans. Le pivot du besoin se produit lorsqu'une entreprise connaît très bien sa clientèle à force d'effectuer beaucoup de tests et qu'elle se rend compte du problème que le produit est censé résoudre. N'est pas un problème très important pour le client. Cependant, l'entreprise découvre un autre problème beaucoup plus important car elle connaît bien le besoin de ses clients. L'entreprise envisage alors de concevoir un produit autour de ce nouveau problème. Le pivot de plateforme est effectué quand une entreprise décide de changer de plateforme, de support, pour délivrer son produit. Ce serait le cas par exemple si une entreprise médiatique passe d'un support papier à un site internet ou qu'une entreprise passe d'une application téléphonique vers un logiciel informatique. Il y a aussi le pivot d'architecture d'entreprise, changeant le modèle économique de l'entreprise en passant d'un volume important et d'une faible marge, comme Carrefour, qui vend beaucoup d'articles mais avec une très faible marge, à un faible volume mais à une haute marge, comme Lamborghini, qui vend peu de voitures mais très cher. Le pivot de récupération de valeur s'appuie sur une modification de la manière dont l'entreprise récupère de la valeur. Cela peut être la modification de la façon de monétiser. Cependant, beaucoup plus de modifications peuvent avoir lieu en conséquence. Le pivot de croissance met en scène le changement d'un système de croissance vers un autre. Ces différents systèmes de croissance seront couverts dans la suite. Le pivot de canal de vente est une modification du canal de vente. Par exemple, la marque Nutella vend ses célèbres pots de pâte à tartiner dans les magasins de grande distribution. Elle pourrait choisir de ne plus les vendre dans ce canal-ci,
mais plutôt dans le canal Internet ou dans le canal concessionnaire de voitures. Ce qui serait un peu contre-intuitif, mais on achète bien des bonbons dans les bureaux de tabac, alors pourquoi pas du Nutella? Le pivot de technologie est utilisé quand une entreprise trouve un moyen d'arriver à la même solution finale à l'aide d'une autre technologie. Une entreprise envoyant des journaux par la poste pourrait, par exemple, utiliser la technologie d'Internet pour envoyer ses journaux par email. Ce type de pivot est très utilisé par les grandes et anciennes entreprises car presque rien ne change à part la connaissance de la nouvelle technologie utilisée. 3. Pourquoi le pivot n'est pas assez souvent utilisé? Le problème majeur du pivot, c'est qu'il fait peur, c'est très dur de pivoter. Il faut beaucoup de courage, mais c'est souvent un passage obligé vers le succès. Il est important de vraiment utiliser les bons indicateurs graphiques de stagnation suscitant un changement dans l'entreprise, tel qu'un pivot. Confère exemple de graphe utile. Un autre problème qui empêche les entrepreneurs de pivoter est qu'ils n'ont pas une vision claire du futur de leur entreprise. Par voie de conséquence, cette vision est donc malléable et il ne peut y avoir de réel échec dans leur tête. Donc, de leur point de vue, il n'y a pas de réel besoin de pivot. Il faut établir des réunions à l'avance, environ une fois tous les mois ou tous les 2 mois, pour discuter si un pivot est nécessaire. Sans cette précaution, l'entreprise va dans le mur. Le travail en série courte. Quand vous avez plusieurs tâches à effectuer, il y a plusieurs façons de le faire. Le travail à la chaîne est souvent celui privilégié. Par exemple, si vous avez devant vous 100 enveloppes sur lesquelles il faut inscrire l'adresse, puis y mettre une lettre et enfin les cacheter. Vous aurez souvent tendance à travailler en série longue et donc à vouloir mettre toutes les lettres dans les enveloppes, puis à écrire toutes les adresses et enfin à toutes les cacheter. Cette méthode paraît bien plus rapide que celle où vous traiteriez une enveloppe à la fois. Seulement faites le test. Traiter une enveloppe à la fois est plus rapide. C'est assez surprenant et contre-intuitif, mais le cerveau humain ne prend pas en compte les problèmes pouvant survenir, tels qu'une enveloppe pas assez grande pour la lettre. Vous ne vous en rendrez compte qu'à la fin, et vous devriez recommencer une grosse partie du travail. Ce serait donc plus long. De multiples problèmes peuvent survenir. Ainsi, apprenez à privilégier le travail en série courte ou même par pièce. Toute la philosophie de ce livre est contenue là-dedans. Le but est de traiter une enveloppe à la fois. Le travail en série courte permet de découvrir les problèmes et les défauts de qualité beaucoup plus tôt. Sur le long terme, le travail en série courte est plus rapide et de meilleure qualité. Ainsi, en travaillant en série unique, c'est le marché qui tire les produits de l'entreprise plutôt que l'entreprise qui pousse les produits sur le marché. L'équilibre offre-demande est différent. On obtiendra une demande, ce qui va provoquer une offre de la part de l'entreprise et pas l'inverse. Il n'y a donc pas de surproduction au préalable et moins de stockage de produits et d'inventaire. Les différents modes de croissance de votre entreprise. La croissance de votre entreprise est une chose clé pour sa profitabilité et sa longévité. Il y a 4 méthodes de croissance différentes. Bien que toute entreprise ait des retombées sur plusieurs types de croissance, il convient de sélectionner la branche qui a le plus de potentiel selon l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez et de vous concentrer dessus. Ceux qui se concentrent sur plus d'un domaine de croissance vont dans le mur, tellement la chose est complexe. Mieux vaut optimiser une seule branche de croissance. Voici les 4 moyens de croissance. Premièrement, le bouche à oreille qui consiste à ce que les anciens clients parlent de leur passion pour le produit et ainsi attirent de nouveaux clients. Deuxièmement, le fait qu'un client utilise le produit et que d'autres personnes le voient et ressentent l'envie d'obtenir et d'utiliser le produit. Prenons par exemple un jeune monsieur qui utiliserait une Ferrari. Un passant dans la rue, aussitôt qu'il voit la Ferrari, ressentira l'envie d'en posséder une. Troisièmement, grâce à la publicité et au marketing. Il faut et il suffit que le coût d'acquisition d'un nouveau client soit plus faible que ce qu'un nouveau client fait gagner à l'entreprise. Sinon, l'entreprise travaille à perte et va droit vers la faillite. Quatrièmement, grâce à une utilisation répétée ou un achat répété, comme par exemple pour un abonnement TV ou les courses au supermarché. Ainsi, en fonction du levier de croissance que votre entreprise envisage, elle devra se référer à différents marqueurs de réussite et de succès. La croissance virale.
Le premier et le deuxième moyen sont appelés croissance virale. Oui, comme les virus. Les entreprises choisissant de se focaliser sur ces moyens de croissance devront surveiller le coefficient de viralité comme indicateur de réussite. En effet, plus le coefficient est élevé, plus l'entreprise va avoir une croissance élevée. Cependant, il faut que le coefficient de viralité soit plus grand que 1 pour que l'entreprise prospère. Ainsi, si vous êtes légèrement en dessous de 1, cela veut dire que vous êtes proche d'un succès certain. La croissance payée. Le troisième moyen de croissance est appelé croissance payée. Dans ce cas, la croissance de l'entreprise dépendra de la différence entre le coût d'acquisition d'un nouveau client et la valeur d'un nouveau client. Plus l'écart est grand, plus l'entreprise aura une croissance rapide. Ainsi, il y a 2 moyens d'améliorer la croissance. Premièrement, en réduisant le coût d'acquisition d'un nouveau client, en changeant par exemple de plateforme de publicité, ou en augmentant la valeur d'un nouveau client, en augmentant par exemple les prix ou le nombre de produits disponibles. La croissance par agglutination. Le 4e moyen de croissance est appelé croissance par agglutination. Ici, l'entreprise cherche à garder le plus de clients possible et il ne faut pas qu'ils partent. Le marqueur de croissance concerné est donc le taux de désabonnement. C'est le nombre de personnes qui arrêtent d'utiliser le produit. La suppression des erreurs. Toujours dans l'esprit de perdre le moins de temps possible à la création d'un produit parfait, le but est de tendre vers un idéal où aucune faute ne serait commise, car aucune faute ne serait faisable, tant le système serait fiable. Derrière chaque erreur technique d'une machine se cache une erreur humaine, et derrière chaque erreur humaine se cache une erreur de process. La méthode est la suivante. Quand un problème survient, il faut poser 5 fois la question « Pourquoi ?». Vous obtiendrez ainsi au final la vraie cause du problème et non pas une simple conséquence intermédiaire. La suite est de modifier le process pour que l'erreur ne soit plus possible. Ainsi, vous obtiendrez un système très fiable et très robuste, qui ne laissera passer aucun bug de conception. Cependant, le système des 5 pourquoi est très difficile à maîtriser au début et il est recommandé de d'abord l'utiliser à petite échelle et sans stress. Cela peut aussi dériver en ce que l'auteur appelle les 5 blâmes. C'est-à-dire quand la personne à qui vous posez des questions commence à blâmer les autres personnes dans ses réponses. Attention cependant, pour mettre ce système très efficace en place, il vous faudra le soutien de supérieurs hiérarchiques autoritaires. Il faut qu'ils aient compris le système et qu'ils soient d'accord et enthousiastes à l'idée de l'appliquer, car on a très vite fait de tomber dans les 5 blâmes. Pour éviter les 5 blâmes, il est recommandé aussi de faire des réunions permettant d'éduquer les employés sur le problème qui a pu survenir et ainsi entendre leurs idées quant à la réparation du problème. Cela permet aussi d'en identifier clairement la cause et d'éviter que le problème ne ressurgisse. Ainsi, pendant ces réunions, vous pourrez utiliser la méthode des 5 pourquoi. Il faudra cependant veiller à ce que toutes les personnes en relation avec le problème soient présentes, sinon la réunion va se transformer en 5 blâmes. Il faut aussi un chef attitré à ce système des 5 pourquoi permettant d'arbitrer et de diriger l'enquête sur les problèmes. La correction des problèmes doit être faite de façon proportionnelle à l'impact du problème. Ainsi, pour un problème très grave, vous investirez plusieurs heures, voire plusieurs jours ou plusieurs semaines à l'établissement d'un système empêchant l'erreur de se reproduire. Tandis que pour une erreur minuscule, vous ne ferez presque rien, ou vous prendrez 1 heure maximum pour empêcher qu'elle se reproduise. Tout doit être proportionnel à leur impact. Ainsi, votre entreprise devra s'adapter au fur et à mesure du temps et tendre vers un environnement qui ne craindra pas grand-chose. La vitesse de croisière de votre entreprise doit être la plus grande possible. Cependant, si un problème survient dans la conception du produit, dans une de ses fonctionnalités ou au niveau de sa qualité, alors la production doit être arrêtée tant que le problème n'est pas résolu. La vitesse se régulera donc d'elle-même et est censée croître au fur et à mesure que vous empêcherez les erreurs de se reproduire. La formation des nouveaux arrivants dans votre entreprise est importante. Le mieux est d'assigner un parrain au nouvel employé qui le guidera pendant ses débuts et lui fera passer une formation simple et rapide.
Cette formation basique pourra être améliorée au fur et à mesure que votre entreprise gagnera en maturité. Le budget d'une start-up. Le budget d'une entreprise est important. Cependant, pour une grande société avec des dizaines de millions d'euros de budget, voir une réduction de budget de 5% n'est pas très grave, car il y a souvent une grosse marge. Alors que pour une petite start-up, le budget sera beaucoup plus faible, mais enlever 5% sera beaucoup plus préjudiciable. Ainsi, une start-up a cet avantage et cet inconvénient de ne pas avoir besoin de beaucoup de budget, mais son budget ne doit pas fluctuer. Ainsi, pour les grandes entreprises créant une nouvelle branche assimilable à une start-up interne, il ne faudra pas toucher à son budget. L'organisation humaine au sein de l'entreprise. Les entreprises sont souvent constituées de départements ayant même chacun son étage, ce qui est très propice au travail en grande série longue. Cependant, comme vous l'avez vu précédemment, il est clair que ce n'est pas optimal. Ainsi, pour du travail en série unique, il est beaucoup mieux de faire des groupes de 5 environ, avec une personne de chaque département. Chaque groupe sera autonome sur son projet et pourra ainsi le développer et le tester tout au long du système Kanban précédemment expliqué. La start-up au sein d'une entreprise établie. Dans le cas d'une start-up au sein d'une grande entreprise établie, il est nécessaire que la start-up soit autonome et ne subisse aucune pression ni autorité de la part de l'entreprise mère. En effet, la start-up va découvrir des choses propres à son domaine, qui peuvent même aller à l'encontre de ce que pense l'entreprise mère. Ainsi, l'entreprise mère pourrait donner des ordres néfastes à la start-up et ce serait catastrophique. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas que l'entreprise mère ait la main sur la start-up et que la start-up ne doive rendre de compte à aucune société ou organisation. C'est un fort critère de réussite. De plus, la start-up menacée pourrait brandir des graphes montrant le nombre total de clients. Or, nous avons vu que de tels graphes étaient très largement inutiles, voire même dévastateurs pour la start-up. L'environnement privilégié. Le cœur d'une start-up étant l'innovation, il est important de créer un environnement privilégié au sein de la start-up, encourageant et valorisant l'innovation. Cet environnement privilégié fonctionne de la manière suivante. N'importe quel groupe de développement, 5 personnes en général, peut créer un split test dans le but de tester un caractère ou une hypothèse précise, mais n'affectant qu'un petit groupe de clients. Le groupe de développement doit avoir l'expérience du début à la fin. Aucune expérience ne doit dépasser un temps préalablement établi. Le temps est généralement de quelques semaines pour une expérience lambda et plus long pour des innovations plus poussées. Aucune expérience ne doit dépasser un nombre de clients préalablement établi en pourcentage du nombre de clients total. Chaque expérience doit être évaluée sur un rapport type préalablement établi et comportant 5 à 10 données utiles, pas plus de 10. Chaque groupe de développement qui travaille dans cet environnement privilégié à l'innovation et chaque produit doit utiliser les mêmes types de données utiles. Les groupes de développement faisant une expérience doivent regarder les conséquences et les réactions comportementales des clients en temps réel pour pouvoir l'arrêter immédiatement si quelque chose de catastrophique se passe. Cependant, il faut que toutes les innovations et que tous les résultats soient connus de l'entreprise mère. Rien ne doit être caché. Tout doit être fait en parfaite transparence. Le rôle des employés dans l'entreprise. Chaque personne a ses domaines de prédilection. De ce fait, il faut laisser les innovateurs innover, les laisser faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire les laisser constamment inventer de nouveaux produits. Il en est de même pour chaque étape du projet. Chaque personne doit faire ce qu'elle aime et ce qu'elle sait faire de mieux. Cependant, certaines personnes voient l'innovation comme un chemin les menant vers des postes plus importants. Ainsi, ces personnes-là, contrairement aux précédentes, peuvent suivre le produit au fur et à mesure qu'il se développe. D'où le fait que les employés devraient avoir la possibilité de trouver le travail qui leur correspond le mieux et ce pour le bien de l'employé comme de l'entreprise. Ainsi, les employés des grandes entreprises ne devraient pas avoir à partir pour pouvoir devenir entrepreneurs et récupérer tous les mérites du produit qu'ils ont développé.
ils devraient au contraire avoir une carte de visite de l'entreprise avec écrit « entrepreneur » sous leur nom. Une fois les tests effectués dans les environnements privilégiés mentionnés tout à l'heure, cet espace de test augmentera et le nouveau produit deviendra finalement le produit principal de l'entreprise. En revanche, les innovateurs vont avoir du mal à accepter le nouveau standard. Ainsi, il faudra de nouveau recommencer le procédé innovatif précédent en mettant de nouveau en place un environnement privilégié pour innover en mettant au point un nouveau produit. L'efficacité au travail. Peu importe que tout le monde soit occupé à travailler tout le temps ou pas, ce qui compte, c'est que la start-up avance dans la connaissance du client et dans la commercialisation du produit pour devenir profitable. En quelques mots, il faut faire un produit minimum viable, le soumettre à un test du client, puis utiliser les retours et le comportement des clients pour l'améliorer, puis recommencer, encore et encore. Plan d'action. 1. Définissez la vision de votre entreprise actuelle ou à venir en quelques lignes. 2. Le produit que vous proposez répond-il aux besoins de vos clients existants et ou potentiels? 3. Élaborez votre produit minimum viable rapidement. Produit physique, une seule fonctionnalité peut suffire. Produit virtuel, création d'une vidéo montrant le produit en action. 4. Prenez une personne qui peut interagir avec les clients afin de collecter les infos utiles sur votre produit. 5. À ce stade, définissez le profil de votre client type. 6. Mettez la procédure fabriquer, mesurer, apprendre en place. 7. Utilisez les split tests pour récolter le retour sur votre produit. 50% de vos clients sur produit A, 50% de vos clients sur produit B. Résultat, des graphes peuvent être utilisés. 8. Avant d'être submergé d'informations à propos de votre produit, priorisez vos tâches en utilisant le Kanban. 9. N'oubliez pas de communiquer au sein de votre entreprise. Publiez les résultats de vos tests. 10. Si vos résultats sont plus négatifs que positifs, préparez-vous à pivoter. Choisissez quel type de pivot vous voulez utiliser et surtout, n'oubliez pas de privilégier le travail en série courte, plus efficace sur le long terme. Zoomant, dézoomant, clientèle, besoin, plateforme, architecture d'entreprise, récupération de valeur, croissance, canal de vente, technologie. 11. Définissez la croissance d'une branche de votre entreprise dans laquelle vous allez vous concentrer. Bouche à oreille, voir et imiter, publicité et marketing, utilisation répétée, achat répété. 12. Référez-vous aux différents marqueurs de réussite et de succès dépendant du type de croissance choisi. Type de croissance 1. Bouche à oreille ou 2. Voir et imiter. Levier de croissance correspondant, croissance virale. Marqueur de réussite à utiliser, coefficient de viralité. Type de croissance 3. Pub et marketing. Levier de croissance correspondant, croissance payée. Marqueur de réussite à utiliser, différence entre le coût d'acquisition d'un nouveau client et la valeur d'un nouveau client. Type de croissance 4. Utilisation répétée, achat répété. Levier de croissance correspondant, croissance par agglutination. Marqueur de réussite à utiliser, le taux de désabonnement. 13. Visez la suppression des erreurs dans votre process en vous posant 5 fois la question « Pourquoi ?» 14. Ne négligez pas l'environnement et les employés au sein de votre entreprise. Finalement, préparez-vous à répéter le process de fabriquer, mesurer, apprendre encore et encore, c'est-à-dire faire un produit viable, le soumettre à un test de client, puis utiliser les retours et le comportement des clients pour améliorer votre produit final. Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet,
nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé.